C'est intéressant que vous parliez de ça, parce que sur le campus, il y a cette intention de réunir des enfants, des adultes, des personnes plus âgées, des aînés. Moi, ça me touche, et ça me rappelle un livre de quelqu'un qui s'appelle Christiane Singer. Christiane Singer, elle a écrit « N'oublie pas les chevaux écumants du passé », où elle parle du fait qu'on est là parce qu'on est les enfants d'une longue chaîne d'amants et d'amantes. Et qu'avant nous, il y a eu tout plein de racines qui sont venues pour faire qu'on puisse étendre notre ramure et qu'on puisse s'élever vers le ciel. Et c'est parce qu'il y a ces racines qu'on peut s'élever. Donc on est dans une société où il y a une sorte de jeunisme ambiant. Il faudrait qu'on soit tous bien lissés, bien liftés, vous savez, comme les Américains, les personnes âgées américaines qui sont comme ça après leur chirurgie et tout ça. Et moi je crois au contraire qu'on a besoin d'avoir des âges de la vie, des moments différents, et que l'enfance, elle doit rester dans l'innocence. Les enfants, ils doivent avoir leur vie d'enfant, expérimenter le jeu, la beauté, l'ingénuité, l'innocence. Parce que cette innocence-là, cette créativité-là, cet imaginaire, il sera le réservoir, le terreau pour toute leur vie, pouvoir créer des nouvelles choses. Et je crois que aujourd'hui, il y a des projets comme ici, parce qu'il y a des gens comme Kevin qui ont peut-être qui puisent dans leur enfance l'idée du jeu, cette capacité à jouer. Et les personnes plus âgées, au contraire, elles nous apportent une sorte de sagesse, j'ai l'impression, une sorte de lenteur, de patience. Puis aussi l'idée qu'elles sont dépendantes souvent. Mais est-ce qu'on n'est pas tous dépendants? Est-ce que le rêve de l'indépendance, de la toute-puissance tout seul avec son iPhone, c'est pas un mythe, quoi? En vrai, être tout puissant avec son iPhone, si vous avez le bon abonnement, c'est que vous êtes le super esclave de Google, quoi. Mais vous n'êtes pas tout puissant. Donc je crois que les personnes âgées, elles nous amènent aussi à reconsidérer cette question et à dire le chemin de l'humanité, c'est pas de devenir un transhumain tout puissant derrière ses devices techniques, dans son techno-cocon et protégé de tout. C'est au contraire de rester cet être fragile, à la fois un enfant, un adulte et une personne âgée, puis tous ensemble. Donc moi je suis très heureux que vous fassiez se rencontrer tous ces gens-là. Ouais, je suis content que vous me posiez cette question-là et j'espère qu'elle sera posée à plusieurs intervenants, parce que pour aller appréhender le vivant, je crois qu'il y a besoin d'avoir plein de regards différents, d'être dans une logique pluridisciplinaire. Certains philosophes avaient appelé ça une pensée complexe, et notamment Edgar Morin, vous savez, c'est une de nos vaches sacrées au niveau intellectuel en France, et quelqu'un qui s'appelle Henri Laborie. On dit, mais ce diamant multifacette qu'est la réalité, et le vivant, je ne peux pas l'appréhender moi tout seul, parce que je vois toujours qu'une seule facette. Et les autres, s'ils regardent plein d'autres facettes, ils m'aident à comprendre le vivant. Il y a une autre légende, qui est celle de 5 aveugles qui essayent de comprendre ce que c'est qu'un éléphant. Il y en a un, il touche la trompe, puis il y en a un autre qui touche la patte, puis il y en a un autre qui touche la queue, puis il y en a un autre qui touche l'oreille, il y en a un autre qui touche la défense. Et chacun il dit l'éléphant c'est ça, quoi, c'est une défense. L'autre c'est la trompe, l'autre c'est la patte. Et en fait ils ont tous un peu raison, mais ils ne voient pas l'ensemble. Et je crois qu'un des enjeux, c'est pour appréhender le vivant et travailler tous les jours avec le vivant, c'est d'aller admettre qu'il est complexe justement, qu'il a plein de facettes différentes. Et que pour pouvoir le comprendre, il y a besoin de convoquer plusieurs regards. Et là, moi, ça me touche qu'à l'endroit que vous êtes en train de mettre en place, il y ait à la fois des personnes âgées, des enfants, des adultes, il y a à la fois des naturopathes, des réflexologues, des médecins, des gens qui vont venir d'un peu partout pour essayer justement d'aller appréhender le vivant et de l'aider, de l'accompagner dans les chemins de guérison de manière qui soit toujours adaptée. C'est intéressant parce que souvent, quelqu'un qui a guéri avec une technique, avec une pratique médicale ou paramédicale, après, il l'apprend et ensuite, il est convaincu que c'est la panacée, qu'elle marcherait pour tout le monde. Donc moi, si j'ai guéri avec l'aromathérapie, c'est bon, tout le monde va être soigné par l'aromathérapie. Mais c'est pas vrai. Donc on a besoin d'aromathérapeutes, on a besoin de naturopathes, on a besoin de réanimateurs, on a besoin de chirurgiens, on a besoin de tout ça en même temps. Et donc pour moi, c'est ça le vivant. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Baptiste Morisot, que je vous invite à aller regarder, qui parle que de ça, de la diplomatie avec le vivant. Et on a du vivant à l'intérieur de nous et tout autour de nous. Et je crois que l'âge vers lequel on va, c'est justement de comprendre que ce n'est pas l'humain qui est en train de lutter contre la nature, qui est en train de lutter contre la maladie, qui est en guerre systématique contre le vivant tout autour de lui, qui veut faire des jardins propres, qui veut faire des malades propres, qui veut faire toujours la même chose. Non, au contraire, c'est un humain intégré qui fait partie de plus grand et qui interagit et vit avec ce plus grand. Et ce qui m'arrive à moi, en fait, c'est la résultante aussi de tout ce qui se passe autour. Les guérisseurs africains, ils disent que quand il y a quelqu'un qui est malade dans un village, c'est pas lui qui est malade, c'est tout le village qui est malade.
Et au-delà de tout le village, c'est tout l'écosystème qui est malade. Voilà, ça tombe bien, on est dans un moment où tout notre écosystème sociologique, il est malade. Et ben, allons-y, allons le guérir, en travaillant avec le vivant.